Dans le cadre du Laboratoire de l'Afrique et ses soirées dans la plateforme de la création, nous avons le plaisir d'inviter ce 9 mars, à un jour des Journées internationales des droits des femmes, l'architecte Françoise NTP. Je pense que Françoise symbolise quelque chose de très important pour les femmes en France, car elle est architecte et brillante, issue de la diversité, et elle a déjà reçu 2 nominations en 2013 au prix Femmes Architectes. Merci Françoise d'avoir accepté cette invitation et accepté de la maintenir en live Facebook. L'architecte Françoise NTP est née à Douala, au Cameroun, mais habite à Paris depuis 1975. Elle exerce l'architecture depuis plus de 20 ans, diplômée de l'école spéciale. Elle a débuté auprès de Nicolas Michelin et Finn Geppel, et aussi a travaillé auprès de François Seigneur. En 2000, elle crée une agence avec Aldric Belkman jusqu'en 2017 et Françoise crée sa propre agence en 2018. Quelques dates clés. 2001, lauréate du prix des nouveaux albums de la jeune architecture. 2012, nominée au prix de l'Équerre d'argent pour la bibliothèque universitaire de Marne-la-Vallée. Françoise a réalisé de nombreux édifices importants en France. C'est vraiment une architecte de l'enchantement. Françoise s'implique de plus en plus sur son continent natal et a été invitée en juin 2020 sur la question de quel logement durable en Afrique. Ce soir, je l'ai invitée à nous présenter en particulier son travail d'architecte en Afrique, qui me semble assez mal connu en France. Ce parcours vers l'Afrique, en particulier le Bénin, qu'est-ce qui l'inspire? Comment faire de l'architecture là-bas? Quels sont ses projets? Je pense que Françoise symbolise cette émergence de projets de qualité en Afrique qui soient réalisés par des architectes locaux ou de la diaspora. Elle a tenu à avoir auprès d'elle l'artiste plasticien Gilles Elie. En 2015, sa première exposition personnelle intitulée « Là où a lieu ». C'est en 2019 qu'a lieu ses premières collaborations entre art et architecture, aux côtés de Françoise NTP. Gilles Elie ne se contente pas seulement d'exposer, il déplace aussi sa pratique vers des expériences nouvelles, des collaborations, des commandes spécifiques, des échanges transversaux art-architecture. Merci d'être ici ce soir et je remercie les auditeurs en ligne d'être en ligne avec nous en live Facebook. Bonne soirée. François, je te laisse la parole. Merci Fiona. Donc je vais commencer d'abord par évidemment remercier la Cité pour nous avoir invités, je parle au nom aussi de Gilles, pour faire Merci, la Cité. Cette présentation aujourd'hui. Donc la Cité et toutes ses équipes. Aujourd'hui, donc, on tenait à présenter en fait un process collaboratif qui est, on va dire, assez pour nous atypique. Hein. C'était une première expérience et on espère va continuer parce que, comme vous le verrez, ça met en question en fait le process architectural en lui-même, avant même de parler du projet. Et c'est ce qui était intéressant aujourd'hui pour nous de raconter. C'était au-delà de parler des bâtiments qui vont être montrés, c'est de plutôt parler de son développement et de son process aussi bien mental que même émotionnel. Donc aujourd'hui, je vais commencer par parler de moi. Alors, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais voilà, comme l'a dit Fiona, je suis d'origine camerounaise et le Cameroun a toujours été donc un peu un fond de décor pour moi. J'ai toujours des attaches parentales là-bas et en fait, je vais commencer par une sorte de petit diaporama. Sans être trop longue, en fait, j'ai choisi cette première image qui montre que pour moi, les souvenirs que j'ai du Cameroun sont vraiment des photos que j'ai prises quand j'y allais régulièrement, plutôt quand j'étais jeune. C'est d'abord ce dynamisme et cette jeunesse qui sont vraiment présents partout. C'est cette relation, en fait, à cette liberté qu'on voit d'utiliser l'espace de la rue. Et aussi, ce qu'on voit sur cette image qui m'a vraiment frappée, notamment dans ce pays, mais qui est assez aussi visible dans d'autres pays de cette région, c'est cette nature vraiment foisonnante et exubérante et ce climat qui est très exigeant en fait. Je me souviens de ces moiteurs au sortir de l'avion et c'est vrai que c'est quelque chose qui reste en moi assez présent. Et en fait,
c'est vrai que c'est pas, je vais trop vite, excusez-moi. Donc cette deuxième image montre en fait que ce qui est vraiment frappant, c'est la rue en fait. C'est que tout se passe vraiment dans la rue, qu'il y a un espace économique et social qui fait qu'on a un ancrage vraiment au sol et la plupart des liens sociaux et des choses qui se passent beaucoup dans l'espace de la rue. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment noté dans mes voyages. Et j'ai pris cette dernière image qui pour moi montre quand même que ce pays a des codes en fait. Là, c'est une image qui en plus est très genrée parce que on se rend compte que c'est une boutique qui vend donc armes, munitions, pêche, musique et accessoires. Donc c'est assez on va dire diverse, mais on se dit c'est forcément une boutique qui est masculine. Et c'est vrai que j'ai senti que dans ce pays-là, il y avait aussi des codes culturels qui sont très très forts et très ancrés et qui marquent vraiment les pays de cette sous-région. Donc en fait, en deuxième lieu, je voulais parler de... Bon, Gilles, si tu as des questions, tu peux me les poser. Hein. On est là pour dialoguer. La deuxième question, en fait, c'est parler plutôt de l'architecture des villes africaines aujourd'hui et des villes donc subsahariennes, parce que l'Afrique, comme vous savez, est un continent très vaste et j'en connais qu'une toute petite partie, et notamment donc la région subsaharienne. Et je me suis amusée à faire une petite recherche aujourd'hui pour voir comment on voyait les villes subsahariennes aujourd'hui sur Google, tout bêtement. Donc j'ai fait une recherche et on se rend compte que... Ah, je me trompe de sens, pardon. Alors attendez, oui, c'est ça. Pardon, je vais m'habituer au sens de lecture. Donc, on se rend compte, c'est un peu ce que je disais dans mon appréhension personnelle du Cameroun, c'est que là, c'est une ville, on va dire, un peu symbolique, comme ça, et que clairement, les choses se passent dans la rue. C'est qu'on a vraiment une strate informelle d'architecture qui crée vraiment cette strate d'échelle, et qu'au-dessus de ça, en fait, parfois émergent des bâtiments qui n'ont pas vraiment de facture particulière, mais qui créent le paysage courant de ces villes et qu'on retrouve assez fréquemment. Donc, finalement, je vais pas y arriver. Il y a aussi, à côté de ça, un autre type d'architecture qui se trouve plutôt en général dans on va dire les quartiers d'affaires où on voit ces buildings de béton et de verre, qui sont pour moi ce que j'appelle l'architecture dite internationale, donc ils n'ont pas vraiment non plus un lien direct avec ce qu'on pourrait imaginer de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver ces bâtiments autre part dans d'autres pays. Voilà, ça n'a pas vraiment de caractère spécifique à l'Afrique, et c'est vrai que il y a souvent ces collages comme ça qui se créent entre des habitations, en tout cas des quartiers assez informels, sans vraiment de trame particulière. Après, on a des pôles un peu économiques très précis, et ça crée comme ça des villes assez diverses, assez multiples, qui sont intéressantes en soi, mais qui sont difficilement appréhendables souvent. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est aussi de parler de ça, c'est-à-dire de la façon dont les gens construisent aujourd'hui. En fait, ce que j'ai vu, c'est que souvent, on trouve qu'il y a... Enfin, de ce qu'on voit, on est souvent en adéquation finalement entre la construction et le climat. Là, par exemple, on a typiquement un bâtiment en maçonnerie avec très peu d'ouverture, et on se dit mais c'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer d'une architecture qui se voudrait durable, qui vous parlerait d'environnement, de ventilation, de lumière naturelle, alors que la lumière est très importante là-bas. Et on se dit, mais il y a quand même quelque part quelque chose qui marche pas. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'exemples de constructions qui ont été finalement empruntés quelque part sur des modèles soit européens ou autres, mais qui n'ont pas forcément finalement de relation directe avec la façon dont les gens pourraient vivre d'une manière, comme je le dis, durable. Donc vraiment avec des constructions, des habitations qui sont liées à ce climat qui, comme je le rappelle, est très exigeant. Et donc
à l'inverse de ça, on a des villes, au contraire, qui sont des villes dites vernaculaires, qui sont un peu, on va dire, l'extrême inverse, un peu le fantasme aussi de ce qu'on pourrait imaginer de villes africaines en terre, etc. Et c'est vrai que finalement, moi, je trouve que il y a difficilement une place entre les deux, en fait, finalement, entre cette vision très ancestrale de la façon de construire et après une façon très inappropriée, en tout cas complètement déconnectée d'un territoire. Alors il y a quand même aujourd'hui, heureusement, des architectes, même de renom, je pense à Kéré par exemple, qui travaillent sur ces questions-là et qui ramènent quand même une façon de créer de l'architecture contemporaine africaine, donc avec les matériaux, ou en tout cas le savoir-faire local, mais en le traduisant d'une manière contemporaine. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore peu d'exemples qui suivent ça. Et même on va dire dans l'éducation, dans les écoles d'architecture, et même s'il n'y en a pas beaucoup encore en Afrique, on ne se pose pas, je trouve, encore en tout cas pas assez souvent, ce genre de questions. J'ai l'impression que ça commence à changer, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout visible. Donc avant aussi, du coup, je voulais un peu faire le lien avec Gilles pour expliquer pourquoi il est là, évidemment. Je voulais parler un peu de la peinture, parce que pour moi, la peinture a toujours fait partie de ma vie, en fait. J'ai mis en sous-titre des artistes connus et moins connus, parce que je vais commencer par je vais pas y arriver par parler par exemple de Monet. En fait, j'ai eu une éducation, je vais dire merci maman, mais qui m'a très tôt initiée à la peinture dite classique. Et donc c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours voulu. Je vais souvent dans des expositions et c'est vrai que c'est elle qui m'a vraiment initiée à la peinture, en tout cas à l'espace pictural. Ensuite, évidemment, en grandissant, j'ai entre guillemets eu accès à d'autres artistes, là, disons plus modernes. Donc, c'était souvent lors de mes études. Je me suis ouvert à d'autres expressions de picturales. Et donc, par exemple, Roscoe a été un de mes référents pendant très longtemps. Il est toujours d'ailleurs sur la question de la couleur et de la picturalité dans l'espace. Et en fait, finalement, j'en suis venue aujourd'hui à m'intéresser en fait à la peinture donc contemporaine et notamment aux jeunes artistes. Et donc cette image qui, Gilles m'a dit au départ, ne trouvait pas très flatteuse, est une image d'une de ses expositions qu'il a fait. C'est où déjà c'était Alors ça, c'était en 2014 pour Jeune Création. Ouais, c'est ça. Donc une exposition collective et qui montre une partie de son œuvre, mais en fait, grâce à Gilles, en fait, j'ai maintenant un peu plus la vision des jeunes artistes, en tout cas des jeunes peintres. Je pense que j'aurais difficilement moi-même eu l'occasion d'aller chercher l'information. Et donc pour la petite anecdote, Gilles, maintenant on se connaît depuis ça va faire quelques années. Hein. On s'est rencontrés parce qu'en fait finalement on est voisins de quartier, nos enfants vont dans la même école. Et vas-y, hein, si tu veux. Non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'on est assez proches, on est amis. Avant tout, j'ai envie de dire, on vit le quartier, on a des filles qui ont le même âge, qui vont dans la même école, qui sont même dans la même classe cette année. Aujourd'hui. Ouais. Voilà, et c'est une amitié qui dure depuis quelques années. Et moi, j'ai pas fait d'école d'architecture, je suis passé par l'art. En revanche, ça m'a toujours intéressé, l'archi, et je suis sensible au lieu, on va dire, d'une façon générale. Et l'espace compte, c'est quelque chose que je traite beaucoup dans mes tableaux. C'est l'occasion de parler un peu de ce que je fais. Bah oui. Voilà. Globalement, moi, j'ai vraiment une pratique d'atelier. On peut dire que je suis un peintre avant tout. Je travaille devant un rectangle de toile de lin
Mais il m'arrive de sortir de cette surface-là pour m'aventurer du côté de collaboration. J'en ai une actuellement en préparation avec le FRAC Grand Large sur une invitation d'Emmanuel Simon. Et on est tout un gang là, on est une quinzaine de personnes à faire un projet d'édition et c'est pour très bientôt. Je crois que ça sent un peu l'encre puisque c'est tout fraîchement sorti de l'impression. Ouais. Voilà, donc on va monter ça très bientôt et ça sera à voir au FRAC Grand Large. Et puis du côté de l'architecture, comment ça s'est fait exactement? Quelle était l'origine de notre collab? Au départ, c'est plus une invitation, on pourrait dire ça? Oui, on va dire ça. En fait, moi j'ai senti enfin, il y avait des résonances en fait dans le travail de Gilles qui ont fait que on a toujours eu l'habitude de pas mal discuter. Lui, il est très curieux au niveau de l'architecture. Comme je disais, moi, il m'a ouvert un peu l'esprit sur la création contemporaine, en tout cas des peintres et artistes contemporains. Mais j'insiste vraiment sur la peinture parce que je trouve qu'aujourd'hui, t'avais pas aimé ce mot l'autre jour quand on en parlait, mais je trouve qu'elle avait un côté un peu désuet, un peu oublié. Et moi, je trouve que, au contraire, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont assez méconnues. Et donc, finalement, en fait, à force de discuter, de voir comment Gilles s'intéressait aussi à l'architecture, je me suis dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, en fait, vu qu'on arrive bien, à discuter, à échanger. Bien. Ouais, je pense on discute sur pas mal de choses assez diverses, mais en tout cas sur, on va dire, la notion d'espace, quelque chose qui, en tout cas, j'ai bien senti t'intéresser et ça se transcrit vraiment dans ta façon dans tes œuvres. Donc je me suis dit qu'il y avait un lien à faire et de toute façon, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, même auparavant, c'est de faire des liens et des ponts entre divers champs. Et là, l'occasion était toute trouvée, puisque en plus on se côtoie régulièrement, donc c'était pour moi assez naturel. Ouais, finalement, c'est venu assez naturellement. En fait, c'est ça, ouais. C'est que ça s'est fait de façon très naturelle. Je ne saurais pas dire quel était l'élément, le point déclencheur. On a toujours parlé art et archi ensemble. T'aimes assez mon travail pour en avoir chez toi? Oui. C'est quand même un signe. Oui. Peut-être qu'un jour tu vas dessiner mon atelier. Ah, j'aimerais bien. Ça serait pas mal. Ah ouais. Ça me ferait vraiment plaisir. C'est tentant. Je note. Ce qu'il faut savoir par rapport à, tu parlais de la scène française, on a quand même beaucoup de chance en France. Il y a beaucoup de peintres au masculin et de peintres au féminin. On a une scène artistique qui est très vivace, très intense, et notamment en peinture, peut-être on ne le sait pas assez, mais il se passe beaucoup de choses en France en ce moment de ce côté-là. Ouais. Et c'est toujours plus intéressant de regarder ce qui est vivant que ce qui n'est plus. Et on peut aujourd'hui vivre en tant qu'amateur d'art de façon assez riche en s'intéressant tout simplement à ce qui se fait aujourd'hui. C'est pas très dur. En ce moment, il y a les galeries qui sont toujours ouvertes. Et c'est des lieux gratuits, ouverts au public. C'est facile d'y aller. Voilà. C'est en passant. Ça mange pas de pain. Tu as raison. Voilà. Non, mais c'est vrai que je pense que en fait, moi, quelque part, j'ai senti un élan. Comme l'a expliqué Fiona tout à l'heure, j'ai remonté mon agence il y a très peu de temps. Enfin, il y a 3 ans maintenant. 2017. Même début 2018, fin 2017, mais vraiment 2018, juridiquement. Et donc, je me suis dit que j'étais dans une sorte de renouveau et j'avais envie de nouvelles expériences, de me créer un nouveau chemin, un nouveau développement. Je me suis posé évidemment beaucoup de questions sur ce que j'avais envie aujourd'hui de défendre et de traduire dans mon architecture. Et je me suis dit que là, c'était l'occasion de tenter une nouvelle expérience. Moi, c'est toujours ce que j'ai aimé faire dans mon travail, c'est aller un peu plus loin que la commande, comme on dit. Toujours un peu proposer des choses
sont pas évidentes, qui sont un peu à côté. Et donc, je trouvais que c'était intéressant, là, de challenger Gilles, qui, comme il l'a dit, n'est pas du tout architecte, mais de le challenger sur un point qui n'est pas l'architecture, parce qu'il n'est pas architecte, donc je ne sais pas ce que je lui attendais de lui, mais plutôt sur toujours la notion d'espace, mais d'un point de vue pictural. Et que cette façon de faire, pour moi, était une façon d'alimenter aussi mon propos et de valider en fait ce process mental que j'ai très souvent dans mon travail. En fait, ma façon de travailler est comme ça, c'est-à-dire que je pars toujours sur en fait, des recherches mentales je pose beaucoup de choses à l'écrit, je travaille beaucoup avec des mots, du vocabulaire. Ça m'aide en fait à monter ma pensée et avant même de parler d'architecture. Et pour moi, c'était important de me dire, mais étant donné que je parle d'un espace construit, j'aimerais bien y rajouter une autre couche en fait. Sachant que j'ai toujours évidemment été intéressée par, comme je disais, la couleur, la picturalité, et là j'avais besoin d'un expert, hein, donc donc je me suis dit ça serait une très bonne occasion qu'on puisse continuer à échanger, à dialoguer. Voilà, ça m'est venu comme ça en fait. Oui. Souvent, en fait, il y a une histoire intime quand même est nécessaire entre l'art. Donc, l'histoire du tableau et l'architecture, c'est qu'un tableau, c'est bête, mais a besoin d'un mur pour être accroché. Et souvent, dans les rapports art et archi, quand on pense à ça, le premier truc qui vient, c'est presque un clicheton, mais c'est le 1% en fait. Oui. Et l'art est cette chose qui arrive un peu comme le tapis en fin de course, comme ça, le truc en plus. Le truc qu'on vient rajouter comme ça, 1%, voilà. Et là, dans notre histoire, c'est pas du tout ça qui est en jeu. On rajoute pas quelque chose sur le mur, mais on intègre dans ce cas précis la peinture à la conception d'un bâtiment. On rentre dans le mur, mais de façon sensible. Avec les atouts que peut développer le médium peinture. Voilà. Et ça y est, je ne sais plus où j'en suis. Je me suis lancé dans une grande tirade. Là, je ne suis pas dans ton cerveau, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'effectivement, je voulais effectivement pas jouer le 1%. En plus, 1%, ça. Quand on parle de 1%, on parle d'argent. Il n'y avait pas du tout ces notions-là. C'était pas ça, c'est pas là où ça se passe entre nous. C'est une autre intervention en fait. Et je sais pas si c'est frustrant pour toi en fait, parce que du coup l'idée c'est pas forcément de dire là on a une œuvre de Gilles Elie qui sera dans le projet, mais qu'au contraire son intervention soit, je vais le dire encore tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'indicible. C'est-à-dire que c'est inscrit dans l'ADN du projet. C'est ça, c'est dans le process. Voilà. En fait. Mais ça ne se voit pas picturalement. Voilà. C'est ça. Et c'est là que ça devient intéressant, moi, je trouve, dans le sens où souvent on résume la peinture au tableau, alors que la peinture peut être le véhicule de pas mal de choses. Et notamment, la peinture peut vraiment bien s'intégrer, je pense, dans cette sorte de va-et-vient. Moi, j'aime bien le mot ping-pong, surtout en ce moment. Un ping-pong. Donc, on s'est amusé à une sorte de ping-pong d'idées, de gestes, de mails, d'échanges dans les cafés quand il y avait des cafés. Bref. Et on a pu développer ce projet par ces échanges, mais peut-être qu'on peut essayer d'être un peu plus précis. Ouais, on va passer. En fait, ça a commencé par un premier. En fait, là, ce qu'on va vous présenter, c'est on a travaillé sur deux projets de musée au Bénin. Du coup, je vais peut-être parce que j'ai. Ouais. Allez. En fait, je vais quand même resituer un peu les choses. Oui. C'est qu'effectivement, donc dans mes premiers projets.
suite au montage, enfin à ma nouvelle agence, j'ai eu la chance de pouvoir, et j'ai toujours la chance, d'ailleurs je travaille toujours sur des projets au Bénin. C'est un peu un hasard professionnel, mais c'est un pays que je connaissais pas du tout avant. Je l'ai découvert vraiment. Et du coup, je vous montre là aussi quelques images pour vous resituer un peu, on va dire, l'ambiance. Mais voilà, ça c'est des images que j'ai prises, par exemple, dans la rue. Ça répond à ce que je disais avant, c'est-à-dire que voilà, là on est à Cotonou. La capitale du Bénin. Et voilà, on se retrouve à nouveau dans ce paysage urbain avec cette strate basse économique et sociale et un peu informelle. Et puis voilà, on a des constructions qui émergent comme ça de temps en temps. On a aussi, là c'est une autre image qui montre une rue, voilà, qui est une rue assez courante là-bas. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses. Je pense que le Bénin est un pays qui est assez mal connu, bizarrement, parce qu'il a une richesse culturelle énorme. Pour vous situer, il est coincé entre le Togo d'un côté et le Nigeria de l'autre. Il touche au nord le Burkina et le Niger. Donc il a une relation à la mer quand même, qui est vraiment importante. Il y a une côte qui est envahie par des lagunes qui sont magnifiques. Là, on voit, c'est notamment le village de Ganvier, qui est donc un village sur l'eau, donc une cité lacustre, non pas comme on pourrait se l'imaginer, genre Venise, mais vraiment, c'est un village sur l'eau, avec ses baraquements faits de pas grand-chose, quoi, souvent d'habitations en bois, tôle, voilà, assez simple, mais qui a quand même une poétique très très vivante et qui est très belle en fait. Ensuite, évidemment, alors on va peut-être pas très bien le voir, mais quand on voit dans le détail cette image, c'est que en fait il y a toute une histoire assez importante sur l'esclavage en fait au Bénin. C'est un des pays où il y a eu la déportation d'esclaves et le trafic qu'on connaît. Et donc il y a des mémoriaux aussi dans ce pays qui sont visibles et visités. Il y a pas mal de tourisme en fait qui est lié à ce sujet. Et cette image par exemple est vraiment le symbole, c'est ce qu'on appelle la porte du non-retour. En fait, c'est le symbole qu'ils ont construit pour rendre hommage en fait au quai où les esclaves étaient déportés. Mais voilà, c'est dans un paysage magnifique. Bon, là en plus il faisait beau, donc mais il y a comme ça en fait des choses très très belles dans ce pays que j'ai découvertes, et aussi évidemment la culture vaudou. Qui est très présente, qui est encore très très. Enfin, les gens la pratiquent, pas tout le monde, mais une grosse partie de la population la pratique. Là, c'est une image, par exemple, que j'ai prise. Il y avait une cérémonie, c'était un week-end de la cérémonie des morts, et donc voilà, il y a des grandes traversées comme ça de villes. Avec des processions de gens qui sont costumés, et c'est des costumes vraiment liés au vaudou, quoi. C'est très particulier, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est très long, mais en tout cas il y a tout cet imaginaire qu'on connaît sur cette culture vaudou qui est notamment issue du Bénin. Et donc, hop là, justement, je voulais passer sur cette image. En fait, c'est un schéma qui explique que le gouvernement actuel, en fait, a réfléchi justement à pouvoir tirer parti de toute cette richesse pour en faire une vraie stratégie culturelle et économique. Donc, ils ont imaginé des pôles touristiques. Donc là, il y en a deux. C'est un schéma qui date un peu, il a un peu évolué, mais on va dire les grandes lignes sont là. C'est-à-dire qu'il y a un premier pôle qui est lié justement à la route de l'esclave, donc qui part de la ville ancestrale d'Abomey et qui descend jusqu'à la porte du non-retour que je vous montrais tout à l'heure, dans la ville de Ouidah. Et donc sur ce chemin, en fait, l'idée c'est que les touristes qui pourraient être venus au Bénin pourraient visiter une série de musées en fait, qui relateraient sur ce trajet les différentes étapes qui sont liées à ce projet-là. Et donc sur ce pôle-là, j'ai donc effectivement deux projets. Il y en a un malheureusement qui s'est arrêté pour cause financière, qui est le premier projet qu'on va vous montrer, c'est le musée donc sur l'esclavage, le musée Toussaint Louverture à Alada.
Alada étant en fait la ville originelle de Toussaint Louverture, qui est, on le sait, haïtien, mais en fait sa famille venait d'Alada. Donc c'est pour ça qu'il voulait il y a d'ailleurs une statue en hommage là-bas. Il voulait faire un vrai musée qui porte son nom pour lui rendre hommage. Et le deuxième musée sur lequel on travaille d'ailleurs encore, et qui n'est pas fini, heureusement, et qui j'espère va aller jusqu'au bout, Ouais. mais normalement, c'est le musée qui a Abomey, le musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Donc on va en rentrer plus dans les explications, mais qui est donc lui dans la ville vraiment historique des ethnies du Bénin, où il y a eu notamment pendant 4 siècles des dynasties de rois qui ont vraiment régi toute la politique et l'économie du pays, et qui notamment après ont eu un lien avec l'esclavage et le trafic triangulaire. Mais ça c'est après. Et après, oui, sur ce schéma, on voit un deuxième pôle qui était plus un pôle, on va dire annexe, mais qui est plus justement sur les expressions autour de la culture du vaudou qui devrait se faire, va se faire. Il a été arrêté, mais normalement, ce projet devrait reprendre dans la ville de Porto Novo, en fait, qui est une autre ville importante du Bénin. Et donc, pour continuer, en fait, voilà, nous on a commencé en fait. J'ai pris l'occasion finalement de ces projets, notamment donc pour commencer sur Alada, pour commencer à monter ce que j'appelais ce dialogue collaboratif, et commencer à parler de tout ça et de faire ce process entre art et architecture. Et donc au départ, je suis allée voir Gilles et je lui dis écoute, voilà, j'aimerais bien travailler avec toi sur ce projet-là, mais bon, moi j'ai quand même des impératifs, c'est-à-dire que j'ai un dossier à rendre, donc j'ai donné un cahier des charges en fait. Je ne peux pas vraiment appeler ça une commande, mais je lui ai dit il faut quand même que je te donne un cadre parce que déjà il faut pas que tu te perdes. Enfin, ça va être un peu compliqué pour toi. Et puis moi je lui ai dit, tu peux peut-être en parler, mais Ouais. bon, non, mais en fait, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que en fait, finalement, ma principale contrainte, c'était qu'il fallait que ce soit reproductible au format A3 pour que ce soit intégré dans mes notices de présentation à chacune des phases de développement du projet. Ça. À un moment donné, la peinture doit rencontrer certaines réalités pratiques et techniques. La peinture doit descendre de son chevalet et se faire petite et passer en gros dans une photocopieuse, quoi. C'est ça. Un format A3 maxi. Maxi, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, faut faire avec. Mais c'est intéressant, c'est une contrainte. Moi, je trouve que c'est une très belle contrainte. Ouais. Du coup, j'ai opté pour travailler sur des cartons gris, des cartons assez cheap, mais qui portent bien la peinture, qui sont assez résistants et qui permettent de s'amuser un peu. Je peux les découper facilement, les assembler si j'en ai envie. Voilà, c'est des bons petits compagnons de travail, ces petits cartons gris, et on peut vraiment chercher. En fait, c'est ça. Et en fait, c'est un peu le mot qui peut, pour moi, résumer la collab, c'est chercher, expérimenter, tenter des trucs. Au départ, le point de départ, donc là on parle du musée Toussaint Louverture, donc projet avorté, mais les étapes de notre collab sont toujours là, elles existent. On a quelques pièces ici sur la table. Ça s'est fait en 3 temps. Le premier temps était en fait pas tout à fait au début de ton projet, parce que tu avais quand même fait des dessins, et je me souviens que c'était assez drôle puisque tu m'as proposé de travailler sur le projet, mais sans me montrer la moindre esquisse, la moindre image, alors qu'il y avait déjà des images du projet qui existaient. Donc il ne fallait surtout pas m'influencer. Et finalement, ça s'est fait autrement. Ça s'est fait dans la discussion et ça s'est fait à travers quelques mots. Et moi, il fallait que je trouve mon chemin en ayant comme jalon des mots, quelques mots, des mots-clés. Horizontalité, ancrage, parcours, je les ai un peu oubliés, mais mémoire, évidemment. Mémoire, voilà, c'est ça. Et du coup, moi, ma réponse plastique a été de tenter de faire des choses, sachant que j'avais très peur du hors-sujet. J'avais jamais fait ça.
qu'est-ce que je peux bien faire et comment je peux le faire. Voilà. Et du coup, il a fallu que je me lâche un peu, que je tente des choses en me disant qu'il n'y avait pas forcément il n'y a pas de vérité là. Non. Voilà. Ouais, non, c'était Et pas. donc, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça, et alors ça va moins être facile avec le micro, mais je crois qu'on a une image. Ouais, C'est celle-là. c'est une sorte de, je sais pas si on peut appeler ça un développé, mais bon, il s'agit vraiment d'un petit objet comme ça, Tu veux que je t'aide? qui est en fait un accordéon et qui permet, si on le désire, de faire un genre de grande vue panoramique. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais pour donner une idée, ça peut, mais surtout de mon côté, de l'autre peut-être un peu moins. Oui, ça peut créer. Oui, alors c'est peint, en fait, c'est ça. Ces petits cartons, c'est très pratique et très agréable à peindre. Donc c'est un peu comme des pochades, ça se peint assez vite, c'est assez lâché. Quand je fais un tableau sur toile, je pousse plus loin, ça va beaucoup plus loin. Là, c'est du travail assez rapide, un peu comme on dessine en fait. Voilà. On cherche, là je cherche, c'est presque un travail de dessin, mais en peinture. Voilà. Et c'est aussi ça, l'histoire de la collab, c'est que à un moment donné, la peinture peut aussi servir à ça. Je disais, la peinture peut descendre de son chevalet, ou entre guillemets de son piédestal, et devenir un outil pratique comme ça pour tenter des choses, pour chercher des choses, et trouver des réponses plastiques qui peuvent à un moment donné intéresser de quelle façon à voir, mais qui peuvent être transportés, transposés jusqu'à toi et jusqu'à ton projet, mais du côté architectural. Moi, c'est comme si je fournissais un peu presque des matériaux, de la matière grise, un matériau sensible, un peu sensuel peut-être parfois, et qui donne un nouveau jus au projet. Ceci, attention, ceci n'est pas de l'architecture, ceci est un truc en plus pour aller peut-être, j'espère, pas forcément plus loin, mais aller un peu différemment du côté de l'archi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que moi, je situe ma proposition. Ouais, en fait, c'est ça. Voilà. Et ce qu'on voit à l'écran, c'est la transposition finalement de ton travail que j'ai appliqué moi dans le mien. C'est-à-dire que quelque part, je me suis aussi servi. Oui, tu dois t'approprier, digérer ça et le faire tien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le gros sujet pour moi, c'est comment j'arrive à retranscrire ce que toi, tu as exprimé, mais sachant que moi, je me le réinterprète pour le propos du projet. C'est ça. Sachant qu'au départ, toi, tu me donnes des mots. Voilà. Moi, je les traduis, on va dire, en peinture. Et toi? Et moi, je les retranscris. Du coup, à nouveau en mots, mais voilà. Aussi quelque part en architecture, puisque ça fait partie des réflexions qui font avancer le projet. Donc, par exemple, sur cette étape-là, ce qui était important pour moi, c'était justement de parler de mémoire. Donc, on en parlait, de parler de déplacement, de longueur, en fait, de temporalité. Et le site, on est passé très vite sur la diapo, mais en fait, c'est un site qui était au milieu de nulle part, dans un champ un peu excentré du centre-ville d'Alada. Et donc, il y avait déjà ce rapport au paysage qui était à garder, mais qui n'était pas évident parce que en fait, le site, c'était un champ d'ananas. Hein. Mais en même temps, c'était un site très, très étendu, qui faisait à peu près 5 hectares. Et je trouvais, c'est pour ça que j'ai commencé un peu avant Gilles, mais je trouvais que les questions de longueur, en fait, de déplacement étaient assez liées au thème de cette idée d'esclavage. C'est-à-dire qu'on a quand même cette idée de chemin laborieux. Ouais, presque la marche de l'esclave. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, mon projet, je voulais retranscrire ça d'une manière plus ou moins évidente. Je me suis calée, en fait, je vais repasser peut-être sur la diapo d'avant, mais je me suis calée, ça c'était les premiers croquis que je me suis fait pour moi, en fait, que je n'avais pas montré à Gilles. Mais je me suis dit, j'ai bien envie déjà d'exprimer une sorte de galerie de la mémoire qui serait vraiment
dans le cheminement en fait, du parcours muséographique. Et donc on avait cette sorte de rue comme ça que je m'étais imaginé, un axe vraiment très fort qui mettait en résonance les différentes salles en fait du parcours muséographique. Et donc moi effectivement j'ai pas montré ça à Gilles, mais je lui ai dit mais toi quand je te parle de tout ça, qu'est-ce que ça t'évoque en gros? Comment tu pourrais me le retranscrire? Et en fait finalement sa proposition, on va dire comme une sorte de dépliant, finalement. Un accordéon. Ou d'accordéon, oui, c'est peut-être plus joli que dépliant. Allait bien dans mon idée justement de temporalité, c'est-à-dire que je pouvais, en fait, finalement, montrer que cet objet, en fait, était une traduction de ces différents temps, qui sont les différents temps liés en fait, à toute cette histoire de l'esclavage, parce qu'en fait, ce musée était voué aussi à parler déjà des ethnies avant l'esclavage, donc qui elles-mêmes, déjà pour des questions économiques, pratiquaient aussi l'esclave entre ethnies. Donc il y avait déjà cette idée de avant l'esclavagisme comme on l'entend aujourd'hui. Après, il y a évidemment tout ce qu'on connaît de la traite négrière. Et après, l'idée du musée, c'était de parler aussi de la résistance et de toutes les révolutions, les révoltes qui ont eu lieu pour l'abolitionnisme. Et donc finalement, j'ai transcrit ce travail en me disant, oui, il y a une sorte d'élasticité et de cheminement qui finalement peut effectivement se traduisait finalement dans ce qu'il avait exprimé et qui pouvait recréer, même quand on le déplie, alors c'est peut-être sur l'autre face, mais une sorte de paysage aussi à lui tout seul. En fait, je suis parti de la partie qui est la plus, j'ai envie de dire, illustrée ou représentative de l'idée que moi, je peux me faire d'un bâtiment. C'est-à-dire, c'est complètement... Je suis toujours sur la phase B, c'est quoi? C'est mon grand problème. Voilà, donc on peut reconnaître, ça c'est ma toute première planche, c'est déjà l'idée d'un paysage, un ciel bleu et un sol vert, voilà, et quelque chose qui se dessine, quelque chose qui se construit, voilà. Donc on commence l'histoire par faire une sorte de bâtiment comme ça, mais là je me suis dit mais attention, t'es en train de faire un bâtiment alors que c'est pas l'idée. Voilà, je suis pas là pour ça, on va dire. Et tout le pas le danger, mais la difficulté, c'est d'être dans une sorte d'entre-deux que moi j'aime bien en fait, mais qui peut être un petit peu casse-gueule de temps en temps. C'est cet entre-deux entre, on va dire, la figuration et l'abstraction, et dans ce cas précis, d'être trop illustratif. Voilà, c'est ça. De montrer trop, de vouloir dessiner quelque chose. Et en fait, moi, mon truc, c'est plutôt de proposer des choses qui sont un peu intermédiaires. Peut-être ce sont des détails, peut-être ce sont des vues de dessus, peut-être qu'il y a de la transparence ou pas, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, moi, dans mon exercice, j'essaie d'être suffisamment souple, ouvert et de tenter des choses, mais quand ça va trop, si ça ressemble trop à un lampadaire, c'est pas bon. C'est pas bon signe. Voilà. Il faut pas que ça soit trop évident. Voilà. C'est pour ça que là, c'est déjà un bâtiment, mais peut-être c'est déjà un peu autre chose. Et puis, dans ce jeu d'accordéon, on peut ensuite casser les choses, fragmenter, les plaques s'entrechoquent. Voilà, alors dans une certaine mesure, hein, mais il ne faut pas non plus que ça devienne complètement abstrait. Et en même temps, je sais qu'en disant ça, si, ça c'est abstrait, mais peut-être c'est un M, peut-être c'est le M de musée. Normalement, moi, j'essaie d'être assez open pour qu'il se passe des choses et pour que toi, ensuite, tu trouves ta place. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça a marché, en tout cas ce travail m'a vraiment plu parce que justement ça permettait cette liberté de dire on peut se créer des séquences en fait. On a cette idée de combinatoire qui finalement permet aussi des points d'arrêt sur cette idée de
de longueur et de temps et en fait, de parcours. On a des temps comme ça et on peut se les retranscrire plus ou moins abstraitement, même mentalement. Et ce travail-là, je trouvais le montrer assez bien. C'est-à-dire que on peut aussi bien se dire, on lit d'une seule façon, mais au contraire, on peut prendre que des fragments. Et finalement, ça crée quand même une cohérence globale sur ce qu'on veut raconter dans le projet. Donc voilà, je trouve c'était le premier, on va dire la première étape. Volet, Après, il y a eu la deuxième étape qui, elle, je dirais, tend encore plus vers l'abstraction. C'est ce travail-là. Hein. C'est en fait là, on n'était plus dans ce déroulé. On parlait plutôt de justement ce que je disais tout à l'heure, des choses que j'aime, enfin un mot que j'aime beaucoup, c'est ce qui est indicible, c'est-à-dire ce qui est difficilement traduisible en mots, mais qui existe quand même quelque part dans le projet. Donc dans cette étape-là, je lui ai rajouté une couche et je lui ai dit, challenge. Voilà, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, j'ai envie que tu me proposes quelque chose qui parle de ce qui est présent dans un bâtiment mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on parle d'énergie, on parle de lumière, on parle de signes. Et je voudrais que tu m'aides à ce qu'on en parle autrement que des plans, des coupes, voilà. Et voilà, je lui ai dit, vas-y. Oui, alors là, donc là c'est pareil. Le but de l'exercice. Par contre, je te coupe. Vas-y. Là, par contre, entre-temps, j'ai fait des images, donc il a vu le projet. Donc ça c'est important. Ouais, c'est important. Ouais, donc j'avais vu des images, du coup, je m'en suis servi, et notamment pour, il y en a un, c'est assez flagrant, je pense que c'est quelque part. Où est-il? Lequel cherches-tu? Il n'est pas là? C'est celui-là? Non. Ah, il n'est pas là. Bon, mais plantage. Si. Il est peut-être là-bas. Je pensais à cette vue qui ressemble à... je le vois là en petit sur l'écran. Ah, je sais pourquoi. Tu sais pourquoi? Je me la suis appropriée. Ah, tu l'as vendue sur le Bon Coin? Non, elle est dans mon bureau. J'ai oublié de la prendre. En fait, il s'agit de celle-ci qui ressemble effectivement au bâtiment. Alors là, l'image en renversée, c'est pas une erreur en fait. Dans ce travail-là, il n'y a pas forcément un sens de lecture. Là, il s'agit d'une série de cartes, presque comme des cartons, des cartes à jouer. On en fait ce qu'on veut. On peut les balader. Là, on retrouve un peu les initiales TL. Pour tous, l'ouverture. Voilà, bien vu. Et voilà. Et ça peut. C'est pas facile avec le micro. C'est là qu'il me manque une main en fait. Ensuite, on peut jouer avec, on peut les associer. Il n'y a pas la charnière comme dans le premier volet où j'avais fait vraiment un accordéon. Là, il s'agit vraiment de cartes libres qu'on peut associer, déplacer. Là, il y a un E, tiens, comme Ellie. Comme Ellie, tiens, c'est marrant ça. J'avais pas pensé. Et ça, on dirait que... Alors, peut-être ça a été peint comme ça, ou peut-être ça a été peint comme ça, ou autrement. Mais en tout cas, on peut vraiment jouer avec. Il n'y a pas d'échelle. Voilà. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça c'est un sol? Après, j'ai pas les termes. Moi, je connais pas tout le vocabulaire de l'architecture, mais j'ai déjà vu des choses qui ressemblaient à ça. Alors, je les peins et en même temps, je les renverse un peu. Voilà. Je cherche. Et ça donne ça. Alors la gamme de couleurs est assez variée. Ça va beaucoup. Enfin, c'est varié du côté des couleurs de terre, des ocres, et évidemment, de temps en temps, il y a des éléments qui sont bleus, qui peuvent évidemment évoquer le ciel, quoi. Voilà. Ou alors là, on est plus du côté, tu parlais de signes, peut-être des motifs, peut-être du bois, ça peut évoquer des choses comme ça. Voilà. Et ça, je me souviens que je m'amusais un peu à faire des lettres de temps en temps pour évoquer peut-être aussi simplement le nom écrit sur le bâtiment, des choses comme ça. Mais peut-être c'est autre chose, peut-être, je sais pas, c'est une place de parking.
Ah oui, tiens. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que du coup, donc à nouveau, on voit sur l'image, je me suis servi donc sur ces deux planches. J'ai pas pris toutes là, du coup, toutes. Non, tout n'est pas là, mais bon, voilà. Non, mais je veux dire, j'en ai fait pas sur mal. les planches, je voilà. les ai pas toutes Oui. montrées. Ouais. On va dire que j'ai choisi arbitrairement, en tout cas, j'ai choisi égoïstement celles qui me paraissaient les plus évidentes pour traduire un peu ce que j'avais envie d'expliquer sur ces notions, donc comme je disais, d'énergie, de lumière, de signes, et c'est des éléments qui tendaient à être expliqués à cette phase de projet, en tout cas. Donc oui. C'était important pour moi de le montrer aussi autrement. Et ensuite, du coup, on est passé à une troisième phase, qui était une phase encore plus abstraite. On va de plus en plus dans l'abstraction. Qui, elle, du coup, parlait plutôt de la façon dont on pouvait parler d'espace construit et d'espace mental. Je m'explique. En fait, comme je disais, moi, ce qui m'importe dans un projet, c'est pas tant ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on peut en percevoir, ce qu'on peut ressentir, en tout cas ce qu'on peut, l'espace, en tout cas de la façon dont on peut le vivre, qui est effectivement, comme toujours, difficile à exprimer, soit par les mots, soit en tout cas même par des photos ou autres. Là, du coup, je me suis dit que on pouvait peut-être le transposer en peinture et trouver une façon justement de retranscrire cette abstraction qui sont ces images mentales en fait finalement qu'on se fait quand on pratique un espace en fait, qui sont pas évidentes toujours, qui sont propres à chacun, et donc là clairement c'est, on va dire, là c'est vraiment ton interprétation, hein, c'est-à-dire on va dire c'est ma libre interprétation. Ouais, c'est ça, mais c'était bien justement. Oui. En fait, c'est ça. Faut pas non plus essayer de répondre exactement à l'exercice de façon scolaire, en fait. Voilà. Et tant pis si je suis à côté, parce que des fois, c'est à côté que ça se passe. Ouais. Bah, c'est arrivé une fois d'ailleurs que. Ouais. Où je suis à un moment donné, j'ai plus suivi. Hein. Non, c'est vrai. J'avais fait une proposition qui était comme un jeu de construction, mais qui ne s'arrêtait jamais, et on n'avait pas les règles. Et c'était assez compliqué d'y voir clair. Ouais. Et toi, je voyais que tu étais dans une phase du projet où il fallait être vraiment concret. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Et je me suis dit, là, on n'est pas sur les mêmes énergies. Et c'est important. Moi, je suis dans ma petite musique. Et du coup, j'ai voulu, peut-être j'ai tenté de te perdre, peut-être à ce moment-là, je ne sais pas. Mais j'ai senti que là, ça ne marchait pas. Là. Non, mais c'est ça, voilà. c'est important de parler de ça. Oui, c'est important. Dans un travail comme ça de collaboration, il y a des moments où on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, pardon, et il y a des ratés, ça arrive aussi. Ouais, ça fait partie du truc. Oui, bien sûr. Donc à un moment donné, voilà, je ne suivais plus, mais on s'est rattrapé. Du coup, j'ai fait une nouvelle proposition. Voilà. Ouais. Et j'ai mélangé une page, mais c'est pas grave. Alors ça va être assez dur à montrer peut-être à l'image, mais parce que c'est 4 parties. Là, pour le coup, on retrouve un peu l'idée peut-être d'un tableau. Peut-être je peux essayer Sinon, on le voit à l'écran. Mais... Ah, c'est celui-là. Bravo. Oui. Là, je m'embête à montrer des peintures alors qu'il y a des images. Non, mais c'est pour montrer aussi comment on manipule les choses. Bon, c'est toujours pareil. Il y a 2 faces en fait. À l'arrière, il se passe autre chose. Non, c'est pas ça. Je me suis trompée. C'était plus ça. Oui, c'est comme une espèce de machine spatiale, j'ai envie de dire, ou multiface, où il y a des extérieurs, des intérieurs, des zones d'ombre, des zones de lumière, il y a beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Mais c'est ce qui crée l'architecture, en fait. Voilà. De toute façon. C'est ce qui est présent. Donc, oui, ça, c'était plus lié à un travail sur la lumière. En tout cas, sur les variations lumineuses, les ombres, les choses plus... Voilà. Il ne faut pas oublier, évidemment, que dans les projets, les projets doivent
doivent être vécues aussi bien le jour que la nuit, qu'il faut savoir appréhender, en fait, en tout cas, ces questions de temps, en fait, de jour-nuit, comment on veut que notre bâtiment soit perçu quand c'est le jour ou la nuit. C'est quand même des questions qu'on se pose, nous, en tant qu'architectes, souvent. Et donc, en tout cas, la lumière est une composante, que ce soit lumière naturelle ou artificielle, une composante très importante dans les projets architecturaux. Et c'est pour ça que j'en ai parlé à Gilles aussi, c'était que je voulais voir, par rapport à ce qu'il avait du coup vu du projet, et par rapport à ce qu'on s'était dit jusque-là, finalement, c'était un peu qu'est-ce qu'on en retient, en fait, sans que ce soit à nouveau illustratif. C'était ça toujours compliqué, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit trop illustratif, mais que ça puisse évoquer en tout cas des choses qui aient un lien avec le projet, mais sans le traduire de façon littérale. Ouais. Et évidemment, la nuit, la gamme chromatique est très différente. Ouais. Voilà. Que le jour. C'est ce qu'on voyait entre cette planche-là et la planche suivante qui est celle-ci. Et donc après, il y a cette composition plus très libre, déploiement comme ça, qui crée un espace abstrait mais concret en même temps. Ouais, fragmenté, presque un collage en fait. Ouais. C'est un peu, j'ai l'impression d'avoir repris tout ce que j'avais fait précédemment et de l'avoir redécoupé, recollé. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de synthèse. Again and again and again, ouais. Donc ça, c'était notre premier épisode et malheureusement, il s'est arrêté parce que le projet a dû s'arrêter pour des questions financières, mais bon, c'était déjà ça a duré quoi, je sais pas, sur plusieurs mois. Je pense que ça a dû durer sur 8 mois peut-être, entre les moments où les projets. Je pense que c'est à peu près sur 8 mois de travail, ces 3 étapes. Donc là, je vous montre quand même le projet. C'est pas moi qui l'ai fait. Non, mais c'est quand même pour que les gens voient mais c'est intéressant. Le projet qui finalement ne se fera pas. Mais voilà, c'était donc la transcription, ma transcription architecturale du projet. Donc on voit bien cette idée d'horizontalité, de grande toiture qui vient chercher le paysage. Et on a à côté de ça, en dessous, tout un univers avec une grande galerie qui est scandée en fait, avec différentes séquences, qui est scandée avec une rue centrale et sur lequel viennent s'accrocher les différentes parties du bâtiment, donc les différentes salles et autres services. Et on a là c'était l'entrée, le grand parvis, le parvis de l'entrée du musée, donc le musée Toussaint Louverture. Ensuite, on va passer au musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey à Abomey. Autre histoire, complètement différente. Ouais, très différente. Qui a commencé... même pays, mais... Même pays, mais pas du tout même endroit et pas du tout même ambiance, on va dire. Donc ça, c'est un projet qui a débuté fin 2019 et début 2020. Alors, juste pour resituer, avant qu'on parle de ton travail, c'est pour vous expliquer un peu que ce site est très, très, très particulier pour plusieurs raisons. Donc, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un site historique, qui se situe dans les palais, ce qu'on appelle les palais royaux d'Abomey. Donc, c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se développe sur 47 hectares, qui est en plein centre-ville, contrairement à l'autre projet qui était complètement déconnecté. Là, on est en plein centre-ville et ça tient une place phénoménale, c'est ce qu'on voit sur l'image, une place énorme dans le centre-ville d'Abomey. C'est un site qui est complètement enfermé sur lui-même, le site historique. Moi, mon projet, c'est ce qu'on voit en rouge, le site qu'on m'a donné, c'était ce qu'on appelle la cour des Amazones. C'était en fait, pour la petite histoire, donc les Amazones étaient des guerrières, donc des femmes, et c'était les soldats qui défendaient, c'était la garde royale des rois de l'époque. Et donc là, cette cour, c'était soi-disant, enfin entre guillemets, les invalides, en fait, un peu la place des invalides du palais. C'est là où elles s'exerçaient en temps de guerre, en fait. Et donc c'est un site qui aujourd'hui est complètement à l'abandon, qui est complètement vide. Il sert quand même pour des cérémonies, soit cultuelles ou en tout cas pour la ville, qui font des événements. Mais sinon, il est complètement
En fait, il n'a plus d'appartenance, on va dire, vraiment directe avec les palais royaux. Les palais royaux aujourd'hui aussi sont en mauvais état. Il y a tout un programme de réhabilitation de ces palais aujourd'hui qui est en cours, en parallèle de mon projet. Mais mon projet, l'idée, c'est de créer un nouveau musée qui parle donc notamment des dynasties des rois du Dahomey et aussi qui donne la part belle aux Amazones. Ce qui tombe bien, le lendemain de la journée de la femme, on parle encore des femmes. Yes. Oui, bah, l'histoire des Amazones, j'ai jeté un œil. Du coup, c'est une histoire qui est incroyable. Ouais. Le site est juste à tomber. Ce qui n'est pas évident au départ quand j'ai vu les premières images. Ouais. J'étais un peu dans ma petite tête. On me parlait de palais. J'ai cherché les dorures. Ouais, c'est ça. Et en fait, on n'y est pas du tout, forcément. C'est vrai que le premier projet de musée était sur un terrain. Et là, on est sur un site classé. C'est pas du tout la même aventure. Du coup, moi, mon approche a été très, très différente. J'ai fait respect, on se calme. On peut pas partir en live, en freestyle comme ça. Il faut déjà poser le jeu. Et dans une première partie, donc là, ce qu'on va vous présenter, c'est en 2 temps. Le premier temps, c'est comme un petit bouquin. Fini l'accordéon. Un petit livre comme ça, je vais le poser un peu comme ceci. C'est comme un livre d'images en fait, c'est presque presque un livre d'images pour les enfants. Pour moi, quels étaient les éléments que j'avais ? J'avais nos discussions. Tu avais ramené des photos. J'ai tout un tas de photos que tu as fait toi, ouais, du site. Tu m'as ramené un échantillon de terre. Ouais, ça c'est venu pour la deuxième. Ouais, je l'avais pas dès le départ. Non, ok. non. Et en tout cas, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et évidemment, j'ai cherché moi de mon côté des images, essentiellement des photographies. Je suis tombé sur des vieux dessins aussi, des gravures. J'ai lu 2 ou 3 textes et je suis rentré dans ce lieu, j'ai envie de dire. Mais sans chercher à proposer un acte créatif. Il ne s'agissait pas de peindre quelque chose de différent ou de nouveau. Là, c'est vraiment le temps 1, c'est je prends pas la température, mais je fais un état des lieux. Voilà, c'est ça. Je fais un état des lieux. Voilà. Donc ça donne des. Je ne sais pas si ça va être visible à l'image, mais. Sinon, j'ai passé les images un peu. Voilà, c'est vraiment. Alors le lieu. Enfin, toi, peut-être tu pourras en parler mieux que moi, mais ça, c'est assez caractéristique. Ce site, c'est déjà une enceinte très large, très épaisse, en terre crue, donc séchée par le soleil, le temps. Et quand on entre ensuite, c'est un jeu de boîte ou un jeu de succession de cours. Voilà, c'est ce que j'ai voulu illustrer. Alors là, on est en fin de compte beaucoup plus du côté de l'illustration. Faut le voir comme ça en fait. Ce qui n'est pas exactement mon travail de peintre en fait. Moi, je me situe vraiment pour faire simple, entre la figuration et l'abstraction. Je suis pas illustrateur non plus. Voilà. Et là, c'est déjà un petit peu illustré. Alors, c'est pas un défaut d'être illustrateur. Non, mais j'ai beaucoup d'amis illustrateurs. Voilà. Et là, c'est un relevé de couleurs du site. Du ciel au sol ou du sol au ciel. Et là, c'est une planche comme ça d'éléments, un toit, une ouverture, un profil de hutte, et différents éléments comme ça, un relevé d'éléments architecturaux qui n'ont rien d'extraordinaire, mais vraiment pas en fait. C'est ça qui était un peu moi c'est pas que ça me faisait peur, c'est que je me suis dit mais à quoi je vais m'accrocher parce que je vois pas d'éléments très 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 forts. En fait non, c'est vrai qu'il y a rien qui claque, mais en
restant, alors mentalement et à travers des images et des textes, dans ce lieu-là, j'ai compris qu'il y avait, là tu parlais d'indicible, là il y a un truc qui secoue un peu, en fait c'est le lieu, il a une grosse charge historique, politique et spirituelle. Voilà, parce que ce lieu, c'est le lieu qui accueille les palais, mais qui dit palais dit roi, et qui dit roi, c'est un site historique, donc les rois, ils sont enterrés sur place, et il y a un système qui est assez beau, un système de tombes, on va dire, funéraire, où il y a 2 bâtiments, l'un est pour le corps, et l'autre est pour l'âme. Voilà. Et évidemment, on ne peut pas y entrer comme ça. Non. Même, voilà. Non, il n'y a que les initiés qui ouais, voilà. y aller. C'est pas pour tout le monde. Possible. Voilà. Donc il y a tout ça, ce lieu c'est tout ça. Et en fait, il n'y a pas une magnifique porte d'entrée, voilà. Mais par contre, tout est juste au niveau des... Il y a un jeu de proportions faussement simple. Ouais. Et tout est là en fait. Et du coup, moi par rapport à mon approche, et toi je pense par rapport à ton projet, il fallait respecter ça. Il ne s'agissait pas de faire oui. On va mettre une pyramide au milieu de tout ça, par exemple. Non, c'est pas contre la pyramide, mais il s'agissait, c'est pas le parti pris. Non, c'était vraiment pas ça. Voilà. D'ailleurs, quel était ton parti pris? Je vais t'expliquer. Oh, super. Non, mais en fait, c'est vrai que cette première étape, je suis allée voir Gilles et je lui ai dit, écoute, je revenais juste de ma première visite du site. Et je dis, là, j'ai vécu un truc, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai, comme il expliquait, ce sont des palais fortifiés, donc on va dire à l'africaine, même si j'aime pas dire ça comme ça, mais qui ont une vraie puissance, c'est-à-dire qu'ils ont des vraies murailles, donc on sentait il fallait montrer patte blanche, c'est-à-dire que les palais en plus sont structurés d'une certaine manière, il y a une succession de 3 cours, à chaque fois il fallait passer par ces bâtiments qui sont à cheval sur ces murailles pour aller de plus en plus dans l'intimité, vers l'intimité du roi, donc c'était vraiment un process. Ouais, ce sont des bâtiments portes un peu. Voilà. Ouais. Et à chaque fois, dans chaque cour, en fait, on va de la sphère publique à la sphère privée, donc jusqu'au roi. Et quand on arrive à la 3e cour, c'est que vraiment là, on est dans les petits papiers, quoi, en gros. Mais la plupart des choses se passaient dans les premières cours, les choses économiques, on va dire. Et après, il y avait la partie politique et après la partie privée. Et donc, en fait, ce qui est compliqué en plus, c'est quand aujourd'hui, le site, il y a, en fait, chaque roi en fait, a construit son palais. Donc c'est une sorte d'agglomération, plusieurs bâtiments. Ouais, ils se juxtaposent un peu. Qui se juxtaposent, qui créent, évidemment, il n'y a pas une trame cartésienne, donc c'est des choses... Mais en gros, quand on va là-bas, c'est un vrai labyrinthe quand on ne connaît pas. En plus, quand on ne connaît pas l'historique des rois, on se dit, mais... Enfin, on ne comprend pas, en fait. Mais on voit ces bâtiments qui sont effectivement très simples, mais d'une force phénoménale, quoi, avec, comme tu disais, des proportions... Et en fait, quand je suis allée là-bas, je me suis dit, là c'est la planche que je monte, je me suis dit, mais en fait, on va dire, ce qu'on m'avait demandé, c'est de créer un musée donc, qui mette en valeur cette époque, cette histoire, mais qui en même temps soit contemporain, mais qui en même temps soit pas, comme tu disais, une pyramide ou un Guggenheim, c'est-à-dire qu'il soit vraiment humble. Et là, je me suis dit, waouh, challenge. Et donc, je me suis dit, il ne faut pas que je m'appuie, évidemment, sur l'existant. Enfin, si, il faut que je m'appuie sur l'existant, mais il ne faut pas que je m'appuie sur l'image. C'est les images que je montrais peut-être avant. Sur l'image qu'on voit partout quand on va justement sur Internet, ces grands bâtiments très longs, etc. Avec des grandes cours. Avec des grandes cours. Je dis, en fait, il ne faut pas que je sois dans le littéral. Et je dis, mais sur quoi je vais m'appuyer? Qu'est-ce qui, pour moi, est important quand j'ai vécu ces espaces, et en fait j'ai traduit tout ça sur cette planche avec en fait des détails finalement. À nouveau, je reviens à une histoire de mots ou de choses, mais en tout cas c'est sur des éléments qui ont été un peu le fil conducteur et qui m'ont permis de raconter une histoire qui pouvait se rattacher d'une manière assez évidente à ce qui existe aujourd'hui. Et en fait, quand je suis revenue de là-bas, donc j'ai vu Gilles, j'ai dit écoute. Ce qui m'intéresse là, c'est que justement, toi, tu n'es pas allé sur place. Ah non. Et que tu me dises, ben voilà, je te parle de ce site-là. Qu'est-ce qui en ressort pour toi? Voilà, c'est ce qu'il a traduit dans ce livre, dans cet objet.
Et au final, en fait, je me suis rendu compte que, ben oui, au final, ce qu'on a pu définir ensemble, c'est l'esprit du lieu, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vraiment ça. C'est dire, ben lui, il a retenu ça. Moi, j'ai retenu ça. Il y a effectivement des liens. Et en fait, finalement, on a réussi à, j'espère en tout cas, à trouver l'essentiel de l'esprit du lieu. Ouais. C'était un peu l'idée de... Ouais. Avec des éléments formels. Oui, avec des choses, oui, on voit différents trucs, mais on parle de cadrage, on parle d'horizontal, du rapport au sol, du rapport au ciel, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des bâtiments qui sont que sur un seul niveau. Donc, en fait, quand on est dans l'enceinte, on est complètement coupé du monde, presque. On ne sent pas du tout le bruit de la ville, etc. Ouais. On a l'impression d'être complètement ailleurs. Et on a aussi voilà, quand même des éléments forts, ces poteaux qui soutiennent ces énormes toitures, qui créent quand même des cadrages ou des choses, des ouvertures très simples, mais finalement qui donnent sur des points de vue très, très particuliers. Tu parles plus près du micro. Pardon ? Je crois qu'il faut que tu parles plus près du micro. Pardon. Ouais. Et donc du coup, ce qui était bien, c'était merci. Oh, bah voilà. c'est pour moi ce qui était important, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je garde de ce que j'ai vu. C'est pas la big picture, c'est au contraire, voilà, on parlait de terre, l'épaisseur des murs. Donc il y avait une question de voilà, comment retraduire la masse, en tout cas la puissance de tout ça, la géométrie, etc. Donc au final, donc cette phase-là a servi à ça. C'est arriver à définir ce que j'allais moi garder dans mon projet, mais évidemment après en le transcrivant à ma façon. Mais c'était les premiers, voilà, ce que j'ai appelé vraiment l'esprit du lieu, quoi. C'est qu'est-ce qu'on garde quand on veut pas refaire une réplique des palais royaux, voilà. Oui. C'est un exercice qui est pas simple, en fait, ce qu'on te demande, d'être à la fois... parce que tu as pas mal de contraintes, j'imagine, liées au lieu qui est classé. J'imagine que tu peux pas non plus apporter des matériaux comme tu... Voilà. Voilà. Oui, non, c'est sûr. Moi aussi, j'ai mon cahier des charges, ouais. Voilà. Donc, effectivement, il fallait que j'arrive à conjuguer tout ça tout en gardant, en tout cas, ma façon de faire un bâtiment, en tout cas, mon architecture. Alors, juste penser à un truc sur l'image précédente, c'est que traditionnellement, là-bas, c'est plutôt des toits de chaume. Oui. Voilà. Et en même temps, plein de toits sont pas chaummés, ça se dit pas, mais ne sont pas recouverts de chaume, mais de tôle ondulée, oui, rouillée, qui, du coup, par mimétisme, c'est assez curieux, prend la même couleur que la terre qui est au sol, qui est au mur, qui est partout. Il y a un côté très monolithique presque des choses. Mais ça, c'était en fait la question, j'en viens à la prochaine diapo, la question de la terre. C'est ça. Est vraiment importante dans ce projet. C'est même le centre, on va dire, de mon projet. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important dans ce site, c'est de rester ancré avec la terre ancestrale, hein, vraiment. Et évidemment, de se servir de ce matériau. Je repars sur les questions de vernaculaire ou autres, mais de se dire, évidemment, moi, mon projet, évidemment, il faut qu'il soit, en tout cas, qu'il intègre ce matériau, parce que c'est ce qui va, en premier lieu, le lier au bâtiment existant, au bâtiment historique. Et en même temps, de toute façon, c'était pour moi une très bonne opportunité de me confronter à ce nouveau matériau, parce que j'ai jamais construit en terre crue, ou en terre cuite même. La brique, je connais pas non plus. Et je me suis dit, voilà, y a pas, de toute façon, c'est évident, il faut travailler avec ce matériau, parce que c'est le matériau qui même, enfin, il faut le savoir, le site où je construis, c'est un site archéologique, donc vraiment le sol lui-même est chargé d'histoire. Donc c'est pour ça c'est là où je t'ai rapporté de la terre, parce que je me dis la terre c'est vraiment ça. Il faut partir de ça, il faut raconter l'histoire aussi en utilisant cette matière qui est très forte et qui est extrêmement et omniprésente, même justement sur les toitures ondulées, parce qu'avec la force, même le vent et tout, enfin la poussière, on connaît ça. Il y en a partout en fait de la terre. Donc moi, c'était pour moi super intéressant de pouvoir me dire, je vais aussi travailler avec des artisans locaux, avec du savoir-faire local qui existe. Les filières de terre crue recommencent à exister au Bénin.
elles avaient un peu disparu, mais maintenant il y a une recrudescence à nouveau de cet artisanat. Par contre, la terre cuite existe, elle n'existe pas forcément pour toutes les constructions contemporaines, mais en tout cas, on l'utilise aussi même pour des tuiles de toiture ou autres. Donc, il y a quand même un savoir-faire qui existe. Il y a une expertise qui existe sur l'utilisation de cette matière. Et donc, je me suis dit, bah voilà, c'est génial. On va pas être obligé d'importer. Travailler. Alors évidemment, je dois le dire, il y aura quand même un peu de béton dans le projet parce qu'il y a pour certaines contraintes structurelles. Je vais travailler quand même aussi, et c'est ce que je vais expliquer après, avec des techniques, on va dire, dites modernes. Mais voilà, ce mélange, en tout cas, le point de départ de mon analyse et de mon projet, c'est quand même la terre originelle. Presque. Ouais, travailler avec avec cette matière qui est vraiment particulière. Et c'est là où on arrive à la deuxième phase où j'ai allé voir j'ai dit, bah écoute, voilà, je t'ai rapporté cet échantillon. Un peu de terre. Et je me suis dit, bah voilà, vu que je vais travailler avec des artisans locaux et avec une nouvelle technique constructive que je ne connais pas, c'est-à-dire que l'appareillage de briques, pour moi, c'était complètement inconnu jusque-là. Je me suis dit, bah il faut que tu m'aides. Et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble sur ces questions de proportionnalité, d'échelle, parce que le projet lui-même en fait, le site fait à peu près 2 hectares, mais de la même façon, un peu comme pour le projet d'Alada, c'était forcément un projet sur un seul niveau, de plein pied, parce qu'il ne fallait pas que ça dépasse par rapport aux hauteurs de murailles existantes, tout ça. Pardon, j'écarte trop le micro. Et donc, de toute façon, c'était forcément un projet qui allait aussi se développer sur la longueur. Et donc, cette longueur entraînait une question d'échelle et de perception de l'échelle de la brique à l'échelle de presque une centaine de mètres, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Et j'ai dit, Gilles, là, il faut que tu m'aides parce que, en plus, lui, la brique, il aime bien, je sais, pour d'autres raisons. Ouais. Et j'ai dit, bah toi, voilà, explique-moi, toi, la façon dont tu pourrais m'aider travailler sur un travail de la brique, voilà, en proportion, en matière, en couleur, voilà, en harmonie et même en d'autres trucs. Enfin, tu vas l'expliquer, mais. Ouais. Oui, en fait, une brique, c'est un objet, mais quand elle est dans un mur, c'est plus qu'une seule face de l'objet qu'on voit. Donc c'est un objet un peu bizarre en fait, qui a besoin, qui est obligé de s'entourer pour exister, pour devenir un autre objet qu'on pourrait appeler un mur. Du coup, la face qu'on voit, elle est plus ou moins plate, épaisse. Du coup, j'ai varié les possibilités à partir d'un jeu de dessin. Un jeu très simple, parce que là, comme je disais à Françoise, et comme j'avais écrit dans un texte, j'ai pas la prétention de créer une nouvelle brique ou de te faire the brique. Voilà, une brique, ça doit rester simple, ça doit rester une brique. Voilà, mais tout se joue à peu de choses entre une brique très carrée ou un peu moins carrée. Déjà, ça c'est un double carré, donc c'est un rectangle. Je me suis amusé par un petit jeu de perspective et de dessin à la montrer à la fois de façon très frontale, la face, et en même temps en 3D. Et on voit ce que ça donne par un jeu de dessin qui est fait au crayon HB, tout simplement. Ce que ça peut donner comme dessin ou une approche du dessin du mur. Voilà. Donc c'était un chapitre qui s'appelait, je crois, Briques et blocs. Oui. J'aime bien. Oui, c'est ça. Voilà, briques et blocs. Et à quel moment la brique se fait bloc ou devient bloc? Ça, je sais pas, j'ai toujours pas compris. Mais en tout cas, moi, je développe ça. Donc, on allonge encore la brique. Peut-être que là, on est déjà du côté du bloc. Voilà, il s'agit d'un jeu plastique. Hein. Ceci n'est pas la réalité. Ceci n'est pas une brique. Comme dirait... c'est un truc de belge, ça. Ceci n'est pas une brique. Voilà. Et du coup, c'est libre aussi d'interprétation quant à l'échelle, notamment. Voilà. Pour ce qui est de la couleur, on va y venir après pour la couleur. Ouais.
Voilà. Oui, Ouais. Voilà. Oui, on a des, oui. il y a des choses possibles. Voilà. Et tu m'avais demandé quand même d'essayer de voir ce que je pouvais, comment je pouvais rythmer peut-être la façade en dehors du mur simple. Comment rythmer la façade. Juste un truc, c'est que entre la brique et le bloc, ça soulève des questions de fabrication. Oui. La mise en œuvre, tout ça, oui. Voilà, tu veux en parler? Non, vas-y. Ok, je continue. Donc, alors c'est pareil, tout en restant très 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 simple, mais je me suis pas non plus étendu sur le sujet parce que j'ai fait que cette planche. J'ai fait des légers reliefs sur les briques, mais donc on imagine sur la surface d'un mur, ça peut donner un jeu graphique, voilà. Mais c'est déjà un peu bavard en fait, peut-être, à voir. Du coup, je me suis dit, faut pas aller plus loin que ça. Normalement, ça c'est peu, ce que j'ai fait là, c'est très peu, mais ça peut développer beaucoup. Parce qu'une petite briquette, ça va donner un aspect au mur. Enfin, tu peux en parler mieux que moi, mais ça n'a rien à voir. Non. Ouais. Non, mais je te laisse continuer. Oui, ensuite, donc, la première partie, c'était briques et blocs. La deuxième partie, c'était de proposer des couleurs, en fait. Et du coup, j'avais cet échantillon avec moi, que j'ai toujours d'ailleurs, de petites terres béninoises, que je vais garder longtemps. Et du coup, le pigment qui, pour moi, se rapprochait le plus de ça, c'est ce qu'on appelle le PR101, c'est-à-dire un pigment rouge, en fait. Voilà, c'est un pigment red 101. Voilà. Et donc, j'ai proposé des petites gammes chromatiques. Je dis petites, à chaque fois, on est un peu comme des drapeaux tricolores, là. Il ne s'agissait pas non plus de s'étendre et de développer une gamme de couleurs extravagante. Là, tout ça, c'est quand même beaucoup de sobriété. Le coup des briques, c'est attention, point trop d'infos, c'est un peu je sais pas si c'est l'assise mort, c'est déjà vu ça. Oui. Ok, donc peut-être faudrait arrêter de dire ça un jour. Du coup, ces petites trios colorés se développent là à partir du rouge avec un peu de noir, un peu de blanc. Et si je pousse un peu le truc avec un peu plus de noir, un peu plus de blanc, voilà, ça contraste davantage. Voilà. Ça, c'était un premier jet, on va dire, de couleurs possibles pour ce lieu. Et j'ai décliné comme ça, avec un blanc qui est une sorte de non-couleur. Le blanc qui peut être important ou intéressant à un moment donné si on veut faire des lieux d'accrochage ou des lieux un peu plus silencieux, des murs plus silencieux. Donc, on a toujours au centre la base, qui est le PR101, ce qui est en fait l'oxyde de fer, si je ne dis pas de bêtises. Et là, un blanc et le mélange des deux, oxyde de fer plus un petit peu de blanc. Voilà. Et on part toujours du PR101 au centre et on peut décliner avec un gris qui peut être un gris béton, un gris basique, le béton. Et là, un petit peu de noir dans le 101. Voilà. Donc c'est des déclinaisons comme ça, point trop d'infos. Et de temps en temps, clac, on fait des trucs un peu plus durs avec carrément du noir, du gris et on garde notre couleur brique au centre. Et on peut varier un peu le pigment de base en allant du côté de l'ocre. Voilà. En réalité, là, il y a pas mal de possibilités déjà. Et ça peut tourner. L'ocre peut à un moment donné rencontrer du noir à la place du gris et tout ça. Voilà. Mais la base chromatique est posée et Françoise, elle peut vraiment... là, t'as de quoi faire. Voilà. Merci Gilles. Bah, je vous en prie. Voilà, je continue avec oui. du côté des... C'était quoi les...
Le troisième chapitre concernait, tu m'as parlé d'aération, parce que là, il y a des grosses contraintes. Il faut que le bâtiment puisse être aéré. Voilà. Donc les aérations sont généralement dans la partie basse du bâtiment, c'est ça? Oui, celles que j'ai faites, oui. Après, elles sont pas toujours... tout dépend de ce que tu veux ventiler, en fait. C'est pour une salle de bain? Qu'est-ce que je pourrais faire? On en reparlera. D'accord. Ok. Non, mais là, c'est des jeux très simples de construction. Finalement, c'est comment poser des briques pour faire un ajourage. Donc, là où il y a du noir, il y a du vide. Et très, très simple. Là, ça pourrait être une brique percée, par exemple. Alors, j'ai pas combiné le perçage. Il pourrait y avoir un seul trou, un gros trou par brique. Ça pourrait être assez marrant. Mais bon, c'est pareil, ça donne des possibilités du champ. C'est ouvert, voilà. Ouais. À partir de ça, tu peux créer ta petite histoire. Voilà. Et après, moi, je suis allé plutôt du côté des petits jeux graphiques. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ouais, c'est très bien, c'est là-haut. Ok. Voilà. Mais très vite, ouais, on va vers le côté déco, le côté ornemental, et c'est peut-être pas exactement ce qu'il faut pour ce bâtiment-là. À première vue, non. C'est ça. Bah, c'est vrai que moi, je me suis quand même pas mal posé la question justement de ces questions d'ornementation qui est assez présente dans l'architecture. Et même, ne serait-ce comme tu disais, sur les compositions d'appareillage de briques, il y a des infinies possibilités. Enfin, ça peut aller à l'infini. Enfin, on peut se créer des motifs rien qu'avec des appareillages de briques, sans même partir dans des effets graphiques tels que tu les montres là. Ouais. Et déjà, je me dis, déjà là, il y a un monde. Donc, et en fait, effectivement, quand j'y ai repensé, c'est toujours tentant de se dire, c'est super tentant, je pense. C'est séduisant, mais en fait, non, c'est pas le lieu. En fait, je me suis dit non, là, dans ce lieu, dans cette architecture, il faut rester sobre, il faut rester humble, il faut rester simple. Et la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus dur en fait, c'est de rester simple et d'arriver à traduire quelque chose avec quelque chose de très simple. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur l'image. C'est une image, une des dernières images, parce qu'il y a eu des différents développés, mais on voit ici un peu la présentation du projet, un peu au centre, qui forme une sorte de U, avec aussi une idée de plusieurs cours, avec une cour publique devant, et après on rentre dans l'enceinte muséale. Et en fait, voilà, la transcription de tout ce travail, là c'est une vue plutôt aérienne, mais c'était de se dire... quand on est proche, qu'est-ce qu'on perçoit, qu'est-ce qu'on sent comme matérialité. Et j'ai vraiment voulu garder ce côté très simple en fait de volumes qui par eux-mêmes suffisent en fait finalement, qui sont assez gros, assez grands, assez généreux, pour pas qu'on ait encore à rajouter soit de l'ornementation, soit d'autres. La question était ailleurs. Et en fait, par exemple, tu parlais des aérations. Moi, effectivement, pourquoi j'ai fait des aérations en partie basse des murs, par exemple de l'appareillage des briques, c'est parce que là, sur un principe constructif, je développe évidemment un projet qui se veut durable, qui a des questions d'écologie. Donc, on travaille beaucoup sur un projet durable, et donc sur la thermique évidemment. Et donc là, on est sur en fait une composition de double mur de briques avec une lame d'air, donc un vide pour que justement l'air chaud puisse circuler et ne vienne pas rentrer dans l'épaisseur du mur, et que du coup on arrive à tempérer sans avoir trop de technique, parce que c'est vraiment ça le problème en Afrique, c'est qu'aujourd'hui évidemment on met de la clim partout, et le challenge aujourd'hui c'est de dire non, si on construit avec des matériaux locaux mais avec une expertise d'aujourd'hui, comment on peut arriver à faire un projet qui marche techniquement et environnementalement parlant, sans qu'on ait à mettre trop de machinerie.
parce que c'est vraiment ça qui tue en fait l'architecture aussi dans ces pays-là, c'est qu'il y a une consommation énergétique qui est monstrueuse, évidemment, parce que, comme je le disais au début, ben les habitations, enfin les bâtiments sont pas, ils sont pas liés à leur climat, quoi. Enfin, ils fonctionnent pas avec leur climat. Donc là, aujourd'hui, tout le challenge, je pense, en tout cas dans cette question d'architecture contemporaine, pour moi, c'est d'arriver à combiner toutes ces données-là. C'est-à-dire, évidemment, et ce qui est génial, là j'ai commencé à le faire encore, c'est travailler avec des entreprises locales, des usines locales. Par exemple, là, on travaille sur la fabrication de moules, pas forcément pour les briques, mais parce que là, je suis en train peut-être de changer d'épaule sur les toitures qu'on voit ici, qui étaient un enduit de terre. Mais bon, pour des questions pareilles, techniques, de climat, c'est un peu compliqué. Donc, on va peut-être être plutôt sur de la tuile, enfin des plaques plutôt de terre cuite. Donc, pareil, c'est là où le répondant avec les échelles de briques, etc. Enfin, ça va faire une sorte de quelque chose de presque monolithique, quoi, une sorte de mono-écorce. T'as pensé à la chaume? Non, le chaume, la chaume. Ou la chaume, je sais plus d'ailleurs. Non, la chaume, justement, je voulais pas, et au contraire, parce que l'idée, c'est pas être dans le mimétisme des palais royaux. Les palais royaux qui vont être réhabilités vont remettre de la chaume, ou de chaume. Non, de la chaume. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire, parce que sinon j'aurais refait à nouveau toit à deux pentes, etc. Ouais. Et en fait, moi, l'idée, c'était vraiment d'avoir une écriture assez, quand même, rester une écriture assez monolithique. Hop, là, je sais pas y arriver, et assez simple finalement, qui aille pas dans l'ornement, justement, qui aille pas dans le surajout de choses, mais qui retranscrivent ce que je disais. C'est on part de la terre, on utilise la terre presque sous toutes ses coutures, quoi. Tu vois. Et je voulais pas en dire plus. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus pour que le bâtiment existe de lui-même. On le voit, les murailles sont faites comme ça, elles sont juste magnifiques parce qu'elles sont épaisses, parce qu'elles ont une hauteur, elles ont une masse. Donc c'est la même chose j'espère pour mes futurs bâtiments. Ce sera ça qui va jouer, qui va faire qu'on va vivre l'espace. C'est pas parce qu'on aura rajouté une ornementation en plus sur le projet. Bon, j'explique pas qu'il y aura quand même une part entre guillemets symbolique. Illustrative presque des rois du Dahomey, parce que je travaille aussi en partenariat avec un autre artiste, mais un béninois qui est un descendant d'un des rois, enfin d'une des dynasties de rois, et qui lui va m'aider avec son écriture contemporaine de symboliser les différentes décennies et dynasties de rois. Mais ça, c'est un autre sujet. Un projet de bas-relief ou... Ouais, même de haut relief plutôt, parce qu'ils sont plutôt hauts. Non, on l'a peut-être pas vu, mais ouais, il y a pas mal de bas-reliefs. De bas-reliefs, qui sont typiques de ces palais. Et en fait, du coup, la symbolique, cette symbolique-là sera suffisante. On n'en rajoute pas plus. Donc moi, je voulais pas en faire beaucoup plus. Et en fait, pour conclure, il faut peut-être conclure, hein, c'est ça. Ouais. J'ai mis cette diapo parce qu'en fait, pour moi, elle résume un peu la façon dont aujourd'hui je me situe, ou j'aimerais me situer en fait dans mon intervention sur des projets, en tout cas dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est cette sorte de partir de l'essence d'un pays, par exemple là de la terre, mais par contre, entre les deux, de trouver des liens avec des modes constructifs d'aujourd'hui quand même. Moi, je renie pas le béton, je trouve que c'est quand même des matériaux qui ont leur utilité pour certaines raisons. Et j'ai un peu de mal avec soit le tout vernaculaire ou le tout moderne. Effectivement, je trouve qu'il y a vraiment un lien et une écriture intelligente à trouver en parlant de valorisation des filières biosourcées, en parlant de tout ce que je disais jusqu'à maintenant. Donc c'est un peu... En fait, en tout cas, dans tout ce travail, malgré tout, qui est annexe, ça relie aussi ces questions-là de la façon dont moi je vois comment peut se développer une architecture contemporaine africaine aujourd'hui. Et je vous remercie. On vous remercie pour tout. Je crois que c'est peut-être l'heure des questions, c'est ça? Je ne sais pas s'il y a eu... Il y a des questions, non pas forcément, mais moi je voulais vraiment vous remercier. Merci. Te remercier, Françoise, parce que... Moi, en tant qu'architecte, c'est vraiment une vraie leçon que tu nous donnes. Et tu sais que moi, je suis aussi très convaincue de l'importance de l'art contemporain, puisque à la Cité, j'ai organisé comme co-commissaire une expo sur Kinshasa où on n'a présenté que des artistes contemporains et on n'a pas présenté des architectes pour donner une leçon sur comment parler de la ville et comprendre une ville.
Et donc, vraiment, cette leçon de cette collaboration, de ce va-et-vient, de ce que un artiste peut apporter et d'en faire architecture, je crois que c'est une vraie leçon et j'espère que mes étudiants d'architecture sont en train de regarder ou iront regarder. De toute façon, ils pourront toujours faire un replay. Oui. Mais c'est une vraie leçon et je crois que tu es une des rares architectes actuellement à travailler dans cette démarche. Donc vraiment, moi je savais pas jusqu'où t'allais dans cette relation-là et je suis vraiment ultra épatée. Donc mille merci. De nous avoir offert ça à la Cité de l'Architecture, parce que moi je pensais qu'on allait plus parler de l'Afrique d'une manière peut-être plus traditionnelle, et je trouve que cette idée de dire je reviens aux sources, mais je veux pas être que dans le vernaculaire, et je veux quand même rester dans le contemporain, je veux réinventer quelque chose, et je pense que j'ai hâte d'aller visiter ton bâtiment quand il sera construit pour voir ce que c'est que cette autre chose, parce que c'est vraiment une invention. Et cette façon aussi de travailler avec un artiste pour arriver à cette autre chose. Et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est génial comme idée. Et j'ai trop hâte. Alors, c'est peut-être... François Seigneur, c'était un ami, donc peut-être François était peut-être influent sur cette relation à l'art, c'était pas le premier, peinture. Mais il y a joué, oui. Je pense que c'est François qui a dû y jouer dans ta formation. Et ça me fait super plaisir de... François n'est plus là avec nous depuis 1 ou 2 ans maintenant, mais vraiment, ça me touche vraiment de revoir ça aujourd'hui. Je pense très fort à lui. Et mille merci pour cette soirée, c'était passionnant. Merci. C'est sympa. Nous, on était vraiment très contents aussi de pouvoir vous présenter tout ça. Merci à la Cité. Merci beaucoup et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés ce soir. Bonne soirée.